Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Aujourd'hui au bulletin, on fait le bilan du budget de Saint-Lin-Laurentide avec le maire Mathieu Maisonneuve. Terrebonne convoite les Jeux du Québec d'été 2029 et déjà 20 ans pour le Creval dans la région. Je suis Charles Lantier et bienvenue à votre bulletin d'actualité régionale. Bonjour, Mesdames, Messieurs. C'est cette semaine que la Ville de Terrebonne a fait le bilan de son plan d'action du sport, de l'activité physique et du plein air 24-26. Plusieurs constats en sont ressortis et par le fait même, la Ville a annoncé sa candidature afin d'obtenir les Jeux du Québec d'été 2029. TVRM y était. Voici le reportage. On réalise deux étapes importantes. On souligne ce soir officiellement le plan d'action du sport, de l'activité physique, du plein air 2024, 2025 et 2026. Et on va vous en dresser un premier bilan pour l'année 2024. Bien, c'est sûr qu'on continue dans le plan des loisirs de 2024, 2025, 2026. Et aussi, on a fait une annonce que la Ville de Terrebonne est en train de vouloir organiser les Jeux du Québec de 2029. C'est important de mobiliser tous les organismes, les sportifs, les bénévoles de la Ville, parce que c'est quand même un événement qui va rayonner partout dans la province. Mais là, avant de faire ça, ça prend l'inventaire des parcs, ça prend l'inventaire des plateaux qu'on a, puis qu'est-ce qu'on va avoir besoin pour tenir un événement de cette envergure-là. Ça prend un comité organisateur, ça prend des gens impliqués, autant des gens du milieu, les institutions scolaires, les citoyens de la Ville. C'est un projet mobilisateur, puis c'est ça, ça commence dès maintenant pour être capable de livrer un beau projet pour 2029. Des Jeux d'été, ça serait le point culminant. Pour les 3 prochaines années, assurément qu'il y a certaines actions qu'on veut mettre en évidence, des choses qu'on veut développer davantage, que je vais vous présenter. Donc aujourd'hui, vraiment, on était content de lancer une autre édition du plan d'action municipal. La politique municipale date de 2017, mais à tous les 3 ans, on remet à jour notre plan d'action. Donc aujourd'hui, on avait vraiment des belles annonces à faire pour les années 24, 25 et 26. Donc il y a une panoplie d'actions qui est proposée aux organismes. Notamment, on vient augmenter le montant qu'on donne aux organismes en soutien aux opérations en fonction du nombre de participants. On a dévoilé aux organismes plusieurs parcs qui allaient être aménagés sur le territoire, qui est vraiment une priorité du conseil municipal. On a aussi parlé de tout ce qui est pratique libre. Donc, la Ville travaille en collaboration avec les organismes à développer une programmation libre dans tous les parcs de la Ville pour favoriser encore là la pratique du sport et de l'activité physique. Les partenaires associatifs, là, c'est des partenaires de premier plan dans le dépôt d'une candidature. Donc, on voulait ce soir les informer des prochaines étapes et qui seront sollicités bientôt pour collaborer. Chose certaine, pour avoir une bonne candidature, il faut avoir un bon portrait de nos infrastructures sportives. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire actuellement. Et dans les prochains plans triennaux d'immobilisation de la Ville, on verra assurément des montants qui vont viser à mettre à jour nos infrastructures sportives dans le but de proposer, dans le fond, à Sport Québec, la meilleure candidature possible pour obtenir les Jeux de 2029. Le 2 décembre dernier, la Corporation de développement économique de la MRC de Joliette a eu l'honneur de recevoir le consulat des États-Unis au Canada. Le consulat était représenté par le consul général, M. Robert P. Sanders, et son équipe. Ils ont pris part à plusieurs activités visant à raffermir les liens entre la MRC de Joliette, ses entreprises et les États-Unis. C'est dans un esprit de réciprocité entre les deux pays que cet événement s'est déroulé, renforçant ainsi les relations économiques, culturelles et commerciales. La ministre des Affaires municipales, André Laforêt, ainsi que la ministre responsable de la région de Lanaudière, Caroline Proulx, ont annoncé qu'une somme de 686 139 $ était octroyée pour appuyer la réalisation de 2 initiatives qui auront des retombées positives, particulièrement pour les secteurs économiques et sociaux de la région. C'est plus de 227 000 $ qui seront remis à Alliance Métal Québec.
Et c'est près de 460 000 qui seront remis au Centre collégial d'expertise en innovation sociale, CERESO, par le biais du Cégep régional de Lanaudière. On s'arrête pour la pause. Au retour, nous recevons le maire de Saint-Lin-Laurentide pour parler du budget de la ville. La Fondation Maman Dion aide les enfants à avancer dans la vie en leur fournissant du matériel scolaire et des vêtements. Donnez généreusement. Rendez-vous sur le site de tvrm.ca. Consultez votre programmation, vos émissions et l'actualité dans Lanaudière. Si vous désirez revoir ou si vous avez manqué un épisode, n'ayez crainte, toutes vos émissions se retrouvent sur votre site Internet. Devenez membre de TVRM, c'est contribuer au développement de sa mission et de sa communauté. Ne manquez pas votre bulletin en direct le mardi et le jeudi midi pour être informé de tout ce qui se passe dans votre région et plein d'autres émissions sur votre communauté. La télévision régionale des Moulins, pour voir et être vue. Fibre est de retour pour une deuxième saison. Chaque semaine, j'aurai l'opportunité de m'entretenir avec des entrepreneurs qui possèdent tous des parcours différents. On découvrira ensemble les diverses facettes de leur personnalité, leur motivation, les défis et bien sûr la passion qu'ils ont pour l'entrepreneuriat. Une nouvelle saison avec une nouveauté cette année, Fibre Extra. 8 entrevues avec des spécialistes sur le financement, le droit des affaires, les assurances et bien d'autres sujets afin de bien vous outiller. C'est ici même sur MaTV Lanaudière. Vous le savez probablement, mais décembre signifie budget municipal. Pour en discuter du budget de la ville de Saint-Lin-Laurentide, je reçois le maire Mathieu Maisonneuve. Bonjour, Monsieur Maisonneuve. Bonjour à vous, merci de l'invitation. Ça fait plaisir. Quelle était votre approche tout d'abord avec ce budget? C'est une approche de rigueur qu'on a adoptée cette année. À Saint-Lin-Laurentide, c'est la 4e année de mon mandat. Au courant des 3 premières années, les gens de Saint-Lin-Laurentide ont payé une hausse de taxes, dont la 2e année de notre mandat, là, en 2023, on est obligé là, de faire un rattrapage au niveau des taxes. Donc, on a fait une augmentation là, qui était quand même substantielle. Puis à ce moment-là, on a promis aux gens de Saint-Lin que c'était un rattrapage unique et que pour le futur, bien, on voulait de la prévisibilité. Donc, cette année, dans la préparation du budget, on a fait preuve de rigueur, parce que c'est une année d'efficacité pour l'appareil municipal dans le but d'offrir aux gens de Saint-Lin-Laurentide une prévisibilité en termes de hausse de taxes qu'on va leur demander. Fait que cette année, on est en deçà de l'inflation. La hausse est à 2,8 % en moyenne pour les comptes de taxes à Saint-Lin-Laurentide. Exact. Donc, une petite augmentation comparativement aux années précédentes. Toutefois, il y a une hausse pour certains coûts, donc vous deviez agir quand même assez, de penser à votre stratégie comme il se doit. Là. Ça a été important, l'approche de ce budget-là, parce qu'un budget de ville, on a une bonne partie qu'on appelle des incontrôlables. On reçoit des factures, puis on va les refiler aux citoyens. Par exemple, la Sûreté du Québec. Par exemple, la gestion des matières résiduelles. Par exemple, les différentes factures qu'on peut recevoir de la MRC. Par exemple, les services de déneigement, qui sont négociés à l'avance et qui ont des clauses souvent d'inflation. Donc, on a des hausses de coûts qui sont générées automatiquement parce qu'on passe d'une année à l'autre. Parfois, il y a des surprises. Puis cette année, les incontrôlables sont quand même très importants à Saint-Lin-Laurentide, au-delà de la nouvelle argent qu'on va chercher avec l'augmentation de taxes. Donc, c'est pour ça que l'approche rigoureuse a été essentielle dans le but, comme on dit, d'agrandir par en dedans. Donc, les différents gestionnaires à Saint-Lin-Laurentide ont fait un gros travail dans le but de geler leurs dépenses 2025 par rapport à 2024 et même
aller chercher certaines réductions dans certains postes de dépenses pour justement offrir aux gens de Saint-Lin-Laurentide là, une hausse de taxes qui était responsable. Vous avez aboli d'ailleurs une taxe et vous avez réduit une autre. Oui, tu sais, lorsqu'on est entré en poste, on avait énormément de défis. On avait instauré une taxe là, recherche et pour mise à niveau et recherche, parce qu'en fonction de l'ampleur des défis qu'on avait en avant de nous, en fonction des nombreuses décisions importantes qu'on avait à prendre pour le futur de Saint-Lin-Laurentide, on a réalisé qu'on n'avait peut-être pas les données scientifiques pour prendre ces décisions-là à la table du conseil. Donc, on le savait qu'on avait beaucoup d'argent à investir pour aller chercher des rapports d'experts dans le but là, d'avoir les bons outils pour décider. Bien qu'il en reste encore à faire, puis dans 10 ans, il va encore en rester, le gros blitz a été passé. Puis cette année, dès cette année, on a réussi là, à abolir la taxe recherche et développement pour justement là, offrir aux gens une augmentation de taxes qui était prévisible et qui était responsable et surtout acceptable en fonction là, de tous les autres défis que les gens vivent à la maison. En 2024, au tournant de 2025, c'est pas des années faciles, les taux d'intérêt ont augmenté, le coût du logement augmente, donc on veut faire notre part. Parlons-en de 2025. Qu'est-ce qui attend la Ville pour la prochaine année? On veut et on souhaite que tous les efforts qui ont été mis dans les 3 premières années du mandat, là, mais que les résultats soient palpables, soient concrets à la grandeur des services de la Ville. Je vous dirais que 2025, là, c'est l'année des communications et du service à la clientèle. On va ouvrir notre accueil citoyen 2.0, comme on l'appelle. Là. On avait déjà une centrale qui avait été ouverte. Lorsqu'on est rentré en poste, on a donné les appels en impartition parce qu'on n'avait pas la logistique pour accueillir tous les appels. On n'avait pas les données. Savez-vous que l'an dernier, on a reçu 36 000 appels à Saint-Lin-Laurentide? Fait qu'on a été capable de savoir c'était quoi le volume d'appels qui rentrait, c'est quoi le niveau d'ouvrage qu'il fallait faire. Puis là, on se prépare pour déployer à l'interne un accueil citoyen digne de ce nom, dont les citoyens vont être fiers. J'ai entre les mains le bulletin municipal qu'on va envoyer par la poste dès que le conflit de travail sera réglé. On veut mieux communiquer ce qui se passe à la Ville, aux gens de Saint-Lin-Laurentide. Fait qu'on est vraiment une année, je te dirais, d'efficacité et d'amélioration en termes de relations ville-citoyen. Puis écoutez, je pourrais vous en parler, là, on n'aurait pas assez d'1 heure, mais c'est une année où on veut aussi être très responsable au niveau de la gestion de nos actifs. C'est souvent quelque chose là, qui est laissé par les gouvernements, par les villes. On a beaucoup de bâtiments à Saint-Lin-Laurentide, on a beaucoup d'infrastructures, puis ça prend un plan pour être proactif dans l'entretien parce que sinon, ça va coûter 10 fois plus cher. Merci beaucoup, M. Maisonneuve, pour votre passage en studio aujourd'hui. Merci à vous. Bonjour, je m'appelle Jeanne. Je porte une jambe artificielle tous les jours pour marcher et courir. L'Association des amputés de guerre me donne les prothèses dont j'ai besoin pour faire du basketball, du soccer et de la randonnée en famille. Je peux faire tout ce que j'aime grâce à votre générosité. Quand vous donnez aux amputés de guerre, vous aidez les enfants comme moi. Merci! Écrivez votre histoire et laissez un souvenir mémorable à vos proches. Dans cet album, retrouvez entre autres vos plus belles photos, des mots d'amour, vos recettes incontournables, des dessins précieux et des informations importantes. Saisissez les moments les plus significatifs de votre vie et laissez votre trace aux générations à venir. L'album L'école de ma vie, disponible dans tous les Jean Coutu participants. Cette semaine, à Vue d'ici, on porte un regard très attentif sur des personnes très importantes et qui seront appelées à le devenir encore plus, les proches aidants. Mais dans une première partie, on va vous parler d'une extraordinaire demeure, la maison en soins palliatifs Adhémar-Dion. Je vous invite, ça va être une belle émission. J'y serai. Vos dons à l'Association des amputés de guerre ont un effet durable sur la vie des personnes amputées. Votre soutien leur donne accès aux prothèses nécessaires pour les activités quotidiennes et à des de mieux vivre avec leur amputation. En bénéficiant de nos programmes, les personnes amputées progressent vers l'autonomie. Sans vous,
rien de tout cela ne serait possible. Pour en savoir plus sur la portée de votre appui, visitez le amputédeguerre.ca. Un organisme bien implanté dans la région célébrait ses 20 ans cette semaine. Il s'agit du Créval et pour en discuter, je reçois sa directrice générale, Anne-Marie Picard. Bonjour à vous. Bonjour. Tout d'abord, parlez-moi des 20 années de processus du Créval là, qui existe depuis 2004, en fait. Le Créval, donc, c'est un organisme, comme vous l'avez dit, qui était bien implanté dans la région puis qui a su évoluer dans la région. En ressortant, là, dans le fond, l'histoire de ces 20 ans-là, ce qu'on s'est aperçu, c'est que dès la naissance du Créval, on a consulté les partenaires de la Naudière pour connaître quel mandat ils voulaient nous donner, quel rôle ils voulaient qu'on joue. Puis c'est ce qu'on s'aperçoit, là, l'engagement des gens de la région a toujours été complémentaire, dans le fond, à leur implication, même au début, dans la création de campagnes, la création d'outils. Au fil des années, le Créval a atteint quand même un certain rayonnement, une certaine notoriété. On était plus vus comme les spécialistes de la réussite éducative. Et maintenant, les gens vont peut-être participer moins en amont à la création des programmes. Mais ce qu'on remarque, c'est que les gens de la Naudière sont engagés, les gens de la Naudière veulent agir. Les outils, les campagnes qu'on a mis en place, il y a une adhésion à ces outils-là, ce qui fait que l'engagement se poursuit dans la Naudière. Donc, c'est vraiment important de souligner les partenaires qui vous font confiance et votre service aussi est très, très qualifié, là, si je comprends bien. Bien, on essaie vraiment de répondre tout le temps aux besoins du milieu, aux besoins du partenaire. On a une équipe de concertation locale qui est présente dans les tables locales en réussite éducative. Donc, on a comme une antenne dans le terrain. On sait c'est quoi les enjeux qui sont prioritaires. Fait qu'on essaie de se former, de documenter ces nouveaux enjeux-là. On est toujours, dans le fond, à essayer de répondre aux besoins des gens qui travaillent avec les jeunes puis avec les familles. Puis on s'aperçoit que ça fonctionne. Parce qu'il faut savoir qu'on teste. On teste, on envoie des sondages de satisfaction, puis ceux et celles qui iront consulter le rapport annuel vont le voir, là, on a des bonnes notes. Et on n'a pas chômé non plus en 2024 parce que je crois qu'on a déployé plus de 70 projets, là. Oui, cette année, c'était quand même une année record au niveau du financement de projets locaux parce qu'en plus du fonds habituel du ministère de l'Éducation, on a eu le fonds de rattrapage qui est arrivé en décembre dernier, janvier dernier, qui a quand même, nous, on a quand même pris 88 % de ces sommes-là pour des projets locaux, pour des services directs régionaux aux jeunes. Et aussi, il y a le PGPS, qui est un programme au niveau du soutien des habiletés parentales. Et là aussi, il y a une vingtaine de projets qui ont été financés par ce fonds-là qu'on n'a pas habituellement. Et pour la suite des choses, j'imagine que le Creval va rester bien occupé là, pour l'année 2025. Je ris parce qu'on est supposé être en année zéro, hein? Puis c'est ça. On n'est pas très doué dans le zéro. Cette année, ce qu'on veut faire, là, en plus d'avoir célébré hier, on fait notre prochaine planification stratégique. Fait qu'on essaie de baisser l'intensité du travail pour se donner des temps de réflexion, des temps de travail, des temps de rencontre avec nos partenaires pour cette planification-là. Parce qu'encore vers eux qu'on va aller pour savoir de quoi ils ont besoin de nous pour continuer à agir en réussite éducative. Vous le mentionniez hier, il y avait un événement pour les Creval, mais aussi un événement qui a permis de souligner votre 20 ans d'implication au sein du Creval. Qu'est-ce que vous retenez de votre implication à travers les années? J'en ai encore des frissons, là. C'est vraiment une grosse dose d'amour que j'ai reçue. J'ai fait partie de la première équipe du Creval comme agent de communication, donc j'ai évolué avec l'organisation. Moi, pendant ces années-là, tout ce que j'ai fait, c'est mon travail du mieux possible. Puis, ce que je remarque, c'est que par mon engagement, par ma spontanéité, mon authenticité, je pense que j'ai fait en sorte qu'on se rappelle de ce que le Créval dit, on se rappelle de ce que le Créval fait. J'ai quand même réussi à positionner, là, puis là, je dis « j'ai » parce que c'est ça, c'est moi qui ont célébré, mais sans l'équipe, sans les acteurs qui embarquent dans nos folies, dans nos projets, ça n'aurait pas été possible. Fait que, moi, ce que
que je retiens, c'est que ces années-là m'ont permis de me développer professionnellement, mais aussi de m'engager encore plus comme citoyenne de la région de la Naudière. Merci beaucoup, Mme Picard, et félicitations encore pour vos 20 ans d'implication au Syndic Rival. Merci à vous. Bienvenue à Cuisine du Monde. Oui, c'est exact. Je comprends. Je dois dire que c'est très piquant. Ça bouge sur le table. Parce que la cuisine, c'est le patage. Oui. C'est vraiment très, très bon. Bon appétit. Rendez-vous sur le site de tvrm.ca. Consultez votre programmation, vos émissions et l'actualité dans la Naudière. Si vous désirez revoir ou si vous avez manqué un épisode, n'ayez crainte, toutes vos émissions se retrouvent sur votre site Internet. Devenez membre de TVRM, c'est contribuer au développement de sa mission et de sa communauté. Ne manquez pas votre bulletin en direct le mardi et le jeudi midi pour être informé de tout ce qui se passe dans votre région et plein d'autres émissions sur votre communauté. La télévision régionale des Moulins, pour voir et être vue. Du nouveau à TVRM. Regardez toute la programmation en continu sur tvrm.ca/en direct. Que vous soyez fan de musique, de culture ou d'actualité, ne ratez pas cette chance de suivre les événements et les personnalités de votre région. Le temps des fêtes arrive à grands pas et les accidents liés à l'alcool au volant sont d'autant plus présents lors de cette période. Pour parler de solutions, je reçois Stéphane Moret, directeur général d'Alco-Prévention Canada et vice-président de Regroupement Conduite Responsable Canada. Bonjour. Bonjour. D'abord, parlez-moi de prévention par rapport à ce fléau-là. Bon, on en parle souvent depuis plusieurs années au niveau de la prévention de l'alcool au volant. Le bilan s'est quand même amélioré au cours des dernières années. Je pense qu'on est rendu au point maintenant de dire aux gens, si vous buvez, on ne conduit pas, ça c'est correct. Mais un dernier sondage nous a démontré que 87 des conducteurs canadiens ont conduit après avoir pris une consommation l'an passé. Donc, on est rendu à donner des outils aux gens pour qu'ils puissent se tester, je pense, avant de prendre le volant, pour s'assurer qu'ils ne dépassent vraiment pas la limite légale. Parce que trop souvent, vous avez sûrement entendu parler de ça, je pense que je suis correct. C'est fréquent de se faire dire ça. Et quand j'ai parti cette compagnie-là, en 1989, il y a 36 ans, quand j'étais à l'université, c'était principalement pour ça, parce que mes chums me disaient souvent, je pense que je suis correct. Il avait pris 7-8 bières. C'est dur de convaincre quelqu'un de ne pas conduire sans avoir un outil comme un éthylotest, par exemple. C'est vraiment, comme vous le dites, un peu intangible à ce niveau-là. Et là, ça permet d'avoir des solutions concrètes. Parlez-moi de ces solutions-là. Bien, la principale, je pense, que je vous dirais, quand vous conduisez sur la route, on a un odomètre pour s'assurer qu'on ne dépasse pas la limite légale au niveau de la vitesse. Mais pour l'alcool au volant, c'est la même chose. Les études nous démontrent qu'une personne sur 3 n'est pas capable d'évaluer son taux d'alcool. Donc, c'est beaucoup. Les gens pensent qu'ils sont capables de conduire, ils ne le sont pas. Et lorsqu'on a demandé aux gens, êtes-vous en bas ou la limite légale, la moitié ont dit, je pense que je suis en bas, alors qu'ils étaient en haut de la limite légale. Alors, on a amené ici ce matin des outils. Vous connaissez peut-être celui-là, qui est un éthylotest à usage unique, que vous retrouvez dans les SEQ, qui est utilisé dans plusieurs campagnes de prévention routière au niveau du monde, la France, le Brésil. Alors, tout simplement, c'est un appareil à usage unique. Vous soufflez, les cristaux sont blancs et ils vont devenir rouges si vous dépassez la limite légale. Ça coûte 3-4 $. Et puis, ça peut vous sauver un permis de conduire également. C'est possible aussi pour les gens d'aller chercher ces services-là pour leurs entreprises, que ce soit les parties, oui, on parle des parties de Noël, mais
au courant de l'année aussi, là, tout au long de l'année, c'est quand même pas juste pendant le temps des fêtes qu'il faut faire attention là, à notre conduite. Bien, on boit socialement, on organise des fêtes, des tournois de golf, des choses comme ça. Alors, il y a maintenant une responsabilité au niveau légal, également au niveau des entreprises, mais au niveau éthique, on veut s'assurer que nos employés, nos invités ne repartent pas en état d'ébriété. Et les tests qu'on fait chaque mois de décembre, on va faire 80 000 tests dans les parties de bureau présentement. 40 des gens qu'on teste sont au-dessus de la limite légale de 0,08 et la moitié ne s'en doutait pas. Alors, s'ils ne font pas un test d'alcool avec un éthylotest, ils prennent leur auto puis s'en vont chez eux. Et évidemment, dossier criminel, accident, décès, assurance augmentée de 100 Est-ce qu'on a encore un emploi avec un dossier criminel puis pas être capable d'aller avec son véhicule à son travail? Alors, pourquoi ne pas être éthique et responsable et se tester avant de prendre le volant? Donc, c'est encore un enjeu là, de faire de la prévention et ça le sera toujours, j'imagine, parce que vous en parlez. Il y a encore des gens qui ne sont pas conscients de leur taux d'alcoolémie là, après une fête ou avant de prendre le volant, en fait. Exactement. Et au niveau psychologique, ce qui arrive, c'est que lorsqu'on a les facultés affaiblies par l'alcool, on a le jugement affaibli. Ça vient avec. Alors, c'est pour ça qu'on prend de mauvaises décisions après 3, 4, 5 verres de vin dans une soirée. On prend les mauvaises décisions, puis à ce moment-là, quand on perd un barrage routier, par exemple, et c'est là que le trouble commence. Donc, testez-vous. Et pour convaincre un ami également, souvent, des gens vont dire « Mais moi, Stéphane, je ne bois pas vraiment. » Ouais, est-ce que des gens vont souper chez toi des fois? On sort avec des amis, on prend moins d'alcool que nos collègues. On voit des collègues qui prennent des shooters ou des choses comme ça. Alors, assurez-vous que cette personne-là retourne à la maison. Et lorsque vous allez lui montrer avec un éthylotest son taux d'alcool, la pression des amis, des collègues va faire qu'il va prendre un nez rouge, un Uber, un taxi ou un service de raccompagnement qu'on retrouve maintenant partout dans cette région-ci, à Montréal, à Laval, des choses comme ça. Super. Donc, c'est super facile de se procurer aussi ces outils-là et de prévenir, en fait, un accident ou une conduite dangereuse. Donc, merci beaucoup, M. Moret, pour votre passage en studio aujourd'hui. Merci pour la sensibilisation, c'est bien apprécié. C'est ce qui conclut votre bulletin d'actualité régionale. Merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve mardi prochain. D'ici là, vous pouvez consulter le site Internet de TVRM ou encore notre chaîne YouTube afin de voir ou revoir nos émissions. Restez à l'antenne puisque c'est Fibre qui suit, animé par Pierre Berthiaume. À bientôt.